Bienvenue à tous pour ce meet-up sur Lustre ou Luster, comme disent les Anglais. Mon nom est Yves Maël Buntel, pour ceux qui ne me connaisseraient pas. Je suis développeur full stack chez Exia depuis bientôt 5 ans je parle couramment le Python, le Java et aussi un peu le TypeScript et le JavaScript de temps en temps. Ça fait pas de mal. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Lust ou Luster, un langage un framework, pardon, qui est basé sur le langage Glim, que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a quelques mois de cela. C'est Glim, c'est un langage qui est sorti en mars 2024 pour sa V1. Ça faisait depuis les développements dataient depuis, je crois, fin 2017, si je me souviens bien. Mais avant toute chose, dites-moi, j'ai envie de dire, dites-moi qui vous êtes et je vous dirai ce que vous êtes venu faire ici. Pour l'instant, email, dans les sondages, on a technical leader ou aucune de ces propositions ci-dessous. Et donc, comme je disais, je voulais, dites-moi, à partir de ce moment-là, c'était pour savoir sur quel type de position et de travail vous effectuez au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, le web, c'est environ 50 milliards de pages indexées par Google pour historiquement 1 milliard 100 millions de sites recensés par Google aussi. Sur ces 1 milliard 100 millions, il y a environ 200 millions de sites qui sont considérés comme actifs avec des utilisateurs réguliers, des mises à jour régulières. Pour finir, en bas de l'entonnoir, 250 000 nouveaux sites sont publiés chaque jour. Donc, tout ça pour dire que le web n'est pas une mince affaire. Et donc, je voudrais savoir que vous me disiez, encore une fois, sur quel langage vous préférez coder. Pour l'instant, email, on a du Python, du C et du C++ qui ressortent et du Go. Ah, on a du PHP, du coup aussi, oui, Vivien le disait tout à l'heure dans le chat. C'est logique. Et si tu veux, je te laisse continuer, email. C'est plus du coup JS natif. sondage qui ressortent. Eh bien, très bien, on va pouvoir regarder. Donc là, c'est à peu près la répartition des langages pratiqués par les développeurs dans le web. Donc, en considérant sur ce graphique que HTML, CSS, c'est un langage, je pense que pour la plupart des codeurs d'entre vous, c'est peut-être un débat en soi. Et donc, on voit que sur les stacks web, en tout cas, les langages de stack web sont principalement représentés. Donc, JavaScript en tête avec 68%. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse qu'il y ait des développeurs qui aiment le JavaScript natif parce que, à titre de comparaison, TypeScript n'est qu'à 35% des développeurs qui déclarent pratiquer cela. Et donc, ensuite, on arrive donc sur le bash, le shell. Je suppose que ça compte aussi PowerShell pour Laurent. Et après, on aura des langages comme Java, un petit peu C# forcément, des écosystèmes similaires. Ensuite, C++ et PHP qui arrivent relativement en bas avec 20% des développeurs, ce qui est un peu une surprise parce que WordPress, qui est le CMS qui, en gros, représente la plus grosse part de marché aujourd'hui sur le web, est codé en PHP. Donc, c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'il n'y ait que 20% des développeurs qui déclarent faire du PHP. Pour la fin, on arrive sur C. Donc C, c'est normal. C'est un C, C, ça reste sur un langage de l'embarqué, donc c'est pas forcément trop sur le web. Et ensuite Go et Rust, qui sont un peu des langages, disons, un peu plus exotiques, un peu plus récents aussi, qui gagnent en popularité. Mais c'est vrai que, par exemple, Rust est le bon dernier de ce classement, alors que pourtant on en parle énormément ces derniers temps sur la toile. Bon, c'était juste pour vous préciser que, en tout cas, pour mettre en emphase que JavaScript était le langage préféré des développeurs dans le web principalement et que c'était peut-être pas sans poser de problème, même si je pense qu'il y a des amoureux de... Effectivement, comme le dit Vivien, je viens de lire ton commentaire, Vivien. Et effectivement, c'est pas sans poser de problème parce que le JavaScript, même si c'est interprétable sur tous les navigateurs Internet, ça reste un langage comment dire, à typage faible et à typage dynamique.
Donc ça peut être un peu problématique pour les développements, surtout sur les gros projets, les grosses équipes, parce que faut détecter les erreurs rapidement. En plus, euh, JavaScript nécessite de gérer tous les états des différents éléments des pages web séparément, ce qui, au final, pour pour les grosses applications web, génère des arbres de gestion d'état de taille exponentielle. Alors, TypeScript, je l'ai mis à côté parce que ça a été mis au point, il me semble, en 2011 pour pallier une partie de ces problèmes. On voit bien que sur des frameworks assez populaires en TypeScript comme React, les arbres de gestion de composants peuvent être déjà très très gros sur des applications de taille raisonnable. Mais en plus, TypeScript, bien que typé statiquement, n'a pas un typage fort. C'est-à-dire que il n'a pas forcément toute la sécurité du typage d'un langage comme Java, par exemple. Euh, donc, je parlais des différents problèmes à la détection des bugs, et c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite, si ça veut bien marcher. Hop, voilà. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Nous, ça marchait bien. C'était- Je pense qu'il y a un temps de latence de ton côté, mais nous, ça marchait bien. Ah, c'est bon, c'est lancé. Donc, pour la détection d'un bug en dev, en phase de développement, on va compter à peu près pour un petit bug 2 heures de correction sur le dev à raison d'environ 37 euros de l'heure. Ça fait 75 euros pour le coût de détection. Alors, en qualif, pour ce même bug, s'il est détecté en qualif, on dira à peu près 6 fois cette somme-là. En gros, 2 heures pour le dev, pour l'administrateur ou l'ops qui va refaire le déploiement en qualif, et 2 heures de test en plus pour le testeur. Alors que si on arrive en prod, là j'ai mis des chiffres assez impressionnants, mais on se dira 10 000 euros. En fait, 10 000 euros, ça pourrait être le prix d'un blocage estimé d'une fonctionnalité qui, qui tient ou qui permettrait l'enregistrement des paiements, par exemple. Forcément, c'est critique. C'est critique pour la caisse, et donc si c'est bloqué 48 heures, c'est même plus le temps de réparation, le temps facturé de réparation qui coûte cher, mais c'est vraiment le temps perdu estimé pour les clients. Et c'est pas Kim Kardashian qui va payer ça. Pour en revenir à Glim, l'intérêt tout particulier que moi que je porte à ce langage, et depuis que je suis au courant de son existence, c'est-à-dire à peu près à la sortie de la V1, c'est qu'il a été développé sur l'écosystème Erlang. Donc, sur cet écosystème qui a été fait pour les télécoms, et il tourne donc sur la BIM, la Bogdan Erlang Abstract Machine, qui lui permet cette abstract machine, cette virtual machine, parce qu'à l'époque on appelait ça abstract parce que le concept de virtuel on ne le connaissait pas, de machine virtuelle, de gérer principalement les process concurrents et l'interopérabilité et les erreurs système de manière très fiable parce que ça a été créé par Ericsson pour fonctionner sur les télécoms. Donc de surcroît, le créateur de Glim, on le reverra, Louis Pilfold, était un passionné d'informatique et toujours d'ailleurs, parce que il est toujours le principal membre de la core development team de Glim, et passionné au point d'avoir essayé un certain nombre de langages, et il a décidé, en créant Glim, de créer un langage qui serait principalement focalisé sur l'expérience de développement. Donc pour cela, il a utilisé tout un tas de features qu'il aimait bien dans les langages qu'il a pratiqués, notamment en commençant par Rust. Il faut savoir que le compilateur de Glim est très rapide parce qu'il est écrit en Rust. Louis Pilfold, j'essaie de le prononcer à la française, il faut le prononcer Louis, était développeur Rust, enfin en tout cas développé pas mal de temps sur le Rust. Et il a gardé aussi du Rust le pattern matching et principalement le système de typage de Rust, le typage de inlay-miner, qui justement qui confère ses propriétés assez intéressantes à Glim, c'est que c'est un langage typé statiquement sur
la BIM, donc dans l'écosystème Erlang, ce qu'on estimait jusqu'alors relativement difficile à faire, en tout cas quasiment impossible pour les différents, pour les mathématiciens. Je suis pas mathématicien, donc je comprends pas tout mais a priori c'était très compliqué. Il a aussi gardé de Helm et d'Haskell, je crois, ces messages du compiler quand vous faites une erreur dans votre code que le compiler ne parvient pas à compiler. Le compiler vous aide à trouver l'erreur et vous donne des recommandations juste au moment de l'erreur pour vous aider à corriger votre erreur, ce qui est très agréable en soi. C'est peut-être beaucoup plus sympathique que les, les, les grandes stacks d'erreurs de TypeScript, par exemple. Et ensuite, j'ai mis OCaml là-dessus parce que OCaml est un langage fonctionnel impur et c'est les propriétés de ce type de langage qui ont principalement inspiré Louis dans sa création de Glim pour faire un langage exclusivement fonctionnel parce qu'il trouvait intéressant et surtout pratique sur la BIM et donc dans l'écosystème Erlang d'utiliser un langage fonctionnel parce que c'est quand même euh, le paradigme de programmation qui marche le mieux sur la BIM. Donc il s'est inspiré de la syntaxe et du paradigme d'OCaml. J'aurais pu aussi rajouter Go parce que comme Go, le langage, la syntaxe de Glim se voulait simple et compréhensible. Et comme on peut le voir ici, Glim dans sa V1 était équipé donc, arrivait directement avec un formateur de code, tout comme Go par exemple, pour justement permettre ou en tout cas favoriser l'essor d'une seule manière de programmer et d'une seule manière de présenter son code. Donc là, je reviens un peu sur la V1. Vous avez une liste, mais c'est donc vous aviez en mars dernier le design, le compiler, le build tool, aussi le package manager qui était quand même pas mal pour une V1 avec toute la suite du test unitaire, ainsi que le code formateur et des tas d'autres choses. Un an après, le package manager dont je parlais recense pas moins de 808 packages, ce qui est plutôt pas mal pour un langage qui fête ses 1 an. Ah oui, j'oubliais de le dire, depuis la V0.16, donc depuis 2021, Glim compile aussi en JavaScript. C'est ce qui nous intéresse aussi dans le cadre de Lustre. Mais attendez, je vous parle de Lustre, mais je vous parle de Lustre dans le cadre de l'implémentation du typage statique sur du web, parce que Lustre est un framework web. Mais c'est vrai que j'aurais pu vous parler donc de TypeScript. Je vous en ai déjà un peu parlé des problèmes qu'il n'a pas de typage fort sur TypeScript, bien qu'il y ait un typage et que ce soit plutôt pratique. Il y a aussi PureScript et Helm, dont j'ai parlé un peu plus tôt, qui visaient à implémenter justement des typages statiques et forts sur des frameworks web en compilant donc sur des cibles JavaScript. Ces langages peuvent être assez puissants, je pense, pour faire du web. Le problème, c'est que déjà leur courbe d'apprentissage est assez longue et tout comme le Dart en bas à gauche, leur écosystème et leur package sont assez limités. Ce qui est, comme on vient de le voir avec Glim, pas forcément le cas de Glim. En tout cas, la communauté est très dynamique sur Glim. Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup de librairies qui permettent de faire du web. Et je vais vous en montrer quelques-unes tout de suite. Donc, Lustre. Lustre, c'est un framework web, comme j'ai déjà expliqué déjà plusieurs fois, qui est basé sur l'architecture Helm. Donc, il y a aussi encore une inspiration de Helm. En fait, il a été mis au point en s'inspirant fortement de cette architecture, la Helm architecture, donc la T,
Et donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette tasse de thé? Donc, c'est tout simplement un système MVU, Model View Update, où le modèle porte l'état de la view, et la view qui est définie par une fonction view qui, donc, en prenant cet état du modèle, rend l'interface graphique, et les différents éléments de cette vue peuvent être appelés des fonctions update afin de, en leur passant un état et un message pour créer un nouvel état dans le modèle qui générera ensuite une nouvelle vue. À savoir que dans la T, l'état d'une vue englobe l'état de tous les composants de cette vue. Si on peut parler de composants, en tout cas de tous les éléments, pardon, du DOM de cette vue, alors qu'en JavaScript, ça peut être un peu plus compliqué. Chacun des éléments de la vue peut porter son propre état, ce qui génère ces problèmes d'arbre dont je parlais en début de présentation. Donc, ensuite, vous avez donc le modèle dont j'en parlais, qui est, peut être typé dynamique, enfin typé, alors dynamiquement oui, enfin ça c'est une autre histoire, mais en tout cas qui est un type, du coup des types du langage, des custom types du langage Glim, et donc qui lui porte en son sein en gros les variables d'état, soit les variables globales, soit les variables de la page. Je remets ce petit schéma-là pour symboliser en fait le fonctionnement du modèle. En gros, le modèle et l'état. Le modèle, en gros, correspond directement au modèle de conception, comment dire, au design pattern ou au pattern actor qui, en fait, est la base de fonctionnement de la BIM. La BIM instancie des process qui sont en général considérés comme des acteurs et qui communiquent entre eux sur les différents nœuds d'un cluster, soit d'une même BIM, donc d'une même machine virtuelle ou de machines virtuelles différentes, qui communiquent entre eux en échangeant des messages. Et là, techniquement, ce qui se passe, c'est qu'entre la vue et le modèle, on échange des messages et ça fonctionne à peu près de la même manière que les programmes natifs de la BIM. Ce qui, en gros, permet une mise à l'échelle, une scalability, comme disent les anglo-saxons, quasiment native des applications. Que diriez-vous d'un petit Hello World? Alors, un petit Hello World dans Lustre, je vous mets un peu le code ici pour vous expliquer. Donc, on va avoir un modèle application, qui va être en gros considéré alors un peu comme un composant d'application et qui sera composé des éléments de Lustre. Et en gros, Lustre embarque directement sa librairie pour parser son code en HTML. Donc, on va avoir des balises HTML qu'on va pouvoir définir depuis la librairie Lustre sans même avoir à écrire du HTML. Dans ce code, on pourra insérer un certain nombre de choses dans les variables. On pourra avoir toutes les variables dans les listes de classes, d'ID, pour pouvoir manipuler son DOM. Aussi, Lustre embarque nativement l'intégration de Tailwind CSS, et on va le voir quand je vais vraiment rentrer dans le code, que c'est plutôt pratique compte tenu du fonctionnement de Lustre, parce que ça va permettre d'avoir des classes de CSS déjà prédéfinies. Donc, je vais voir si vous parvenez à voir, parce que là, on va peut-être passer un peu plus dans le dur. Alors Là, pour vous ceux qui voyez ne déjà. voient pas très bien, vous pouvez zoomer directement sur l'écran, que vous soyez sur téléphone ou sur votre ordinateur. Vous pouvez zoomer pour voir un peu plus gros le code. Voilà. Ça doit être mieux comme ceci. Oui, ou sinon, voilà, on voit très bien aussi comme ça. Merci, Mel. Ça évite de zoomer. Donc là, comme vous voyez, vous avez à l'écran l'application, enfin le petit élément que je vous avais montré. En gros, on peut essayer, allez, si on se donne un peu de mal, est-ce qu'on en a un ici qui marche ou pas? C'est pas celui-là. On pourrait, allez, lançons-nous, soyons fous. Hop,
va reprendre une petite shell pour dire on va faire par exemple utiliser Gleam. Donc on va faire un new. On va l'appeler new test. Hop, c'est très bien. Donc là, on est vraiment dans la base de Gleam. Donc ça, c'est la base de Gleam. Donc déjà, c'est vraiment c'était ce que je disais, parti avec la V1. Vous aviez déjà, en gros, avec Gleam, tout votre écosystème pour lancer votre application, votre Hello World ou votre Hello from Test App. Et là, on peut faire un petit Gleam Run. Donc, on va avoir notre application qui va écrire dans la console Hello from Test App. Donc, pour faire tourner Lustre, donc on va avoir notre package manager qui fonctionne tout de suite. Donc, on va pouvoir installer Lustre. Là, je vais vous montrer. Donc, on a notre Gleam Toml pour avoir nos dépendances. Donc là, on a vraiment juste la suite de tests et les standards librairies. On va faire Gleam add Lustre et hop, et Lustre est apparu. Et donc c'est plutôt pas mal parce que en gros, où est-ce qu'il est, ici, on va pouvoir importer Lustre directement comme ceci. On va pouvoir importer également Lustre Element. Et non, juste. Et on va aussi importer Lustre Element HTML. Hop. Et donc, on va pouvoir faire commander notre petite let, donc pour déclarer notre variable. Copilote, il triche, il me met déjà tout. C'est pas mal. On va reprendre un élément. Donc, chaque élément de DOM est un élément. Et ensuite, on va lui passer donc un HTML. Et donc, on va avoir dans HTML H1 pour mettre un titre. On peut mettre un H2 là pour changer. On devrait pouvoir l'avoir. On va lui passer ici quelque chose comme ça. Et ici, on pourrait par exemple, il me semble, lui passer tous les attributs de la balise HTML. Donc sa classe, par exemple, classe app title, c'est très bien. Hello world, c'est très bien, voilà. Et donc le texte, donc ça se fait tout seul. Et ensuite, effectivement, on pourra lui passer un body, mais ça nous intéresse pas trop. Ensuite, on va faire lustre, si je l'écris pas correctement, voilà, start. Il va partir tout seul avec son application. Donc, on va lui passer l'élément app, en fait, en gros, qui est le composant de notre application. Ici, ce sera le sélecteur HTML. Le sélecteur CSS, pardon, je prie de m'excuser. Et ici, on pourrait lui passer une startup configuration, mais là, en ce qui nous concerne, on n'a pas forcément besoin, mais on pourrait lui passer une configuration de debug, quelque chose comme ça. Et donc, on devrait avoir un Gleam Run. Non, je me suis trompé, ça va pas être ça, il va pas aimer, voilà. Alors, je retrouve, je me suis trompé. C'est pas classe égale. Si je lui mets juste ça, est-ce qu'il l'aime ou pas? Un petit trou de mémoire, je ne me souviens plus. Travail sans filet. Tribut de classe, ça doit être ça. Est-ce que ça marche si je mets ça? Je sais pas s'il a besoin. Porte, juste. Attribute, est-ce qu'il le connaît? Est-ce que ça marchera comme ça? Et ensuite, on va faire un Gleam Run. Et là, il va falloir lui passer des paramètres. Lustre
Dev, hop. Non, bon, bah, j'ai un trou de mémoire là. On va revenir. C'est les aléas du direct email, t'inquiète. Exactement, exactement. En plus, je pense que j'ai été un petit peu trop ambitieux sur ce petit Hello World en direct. Je vais quand même revenir sur l'autre. Allez. Ah non, je n'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Hop, on va revenir sur le Hello World. Workspace. Just Hello World. On va faire un Noster Dev. Hop, ça va marcher. Ah oui. Hop, c'est ça plutôt. Et donc là, on a notre application qui est directement embarquée et qui s'affiche sur notre serveur. Est-ce qu'elle va s'afficher pour vous? Où est-elle passée? Je suis pas content. Voilà. Bonjour monde. Bref, ça c'était vraiment pour le petit Hello World de démo. Et on va revenir à notre présentation. Wisp. Voilà, je reprends mon fil. Merci. Wisp, alors je vous en ai pas trop parlé de Wisp, mais ça vient dans les différentes librairies et packages de l'écosystème Lustre. En fait, Glim, pardon, écosystème Glim. Wisp, en gros, c'est un wrapper pour techniquement envelopper la librairie Mist, principalement, qui est un wrapper lui-même de tout ce qui est librairie HTTP pour créer un serveur web. C'est-à-dire que ça nous permet, c'est en gros une espèce de sucre syntaxique qui nous permet d'embarquer toutes nos gestions de la librairie, enfin des librairies HTTP et toutes les gestions d'un serveur, par exemple pour faire un serveur back-end et qui rend ça tout de suite beaucoup plus pratique. C'était pas trop le sujet de cette conversation, donc on va en parler un petit peu, mais pas trop. Mais on va replonger beaucoup plus dans le code et cette fois-ci, ça va être un peu plus velu et je ne prendrai pas le risque de vous le faire en live parce que on est quand même sur une application qui est beaucoup plus conséquente, une petite to-do list. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va avoir donc notre point d'entrée et là, on passera pas directement par le serveur dev de Lustre. On va passer par en gros Wisp qui va donc, comme je vous l'ai dit, envelopper notre Mist et va nous permettre sur le port 8000 de nous lancer tout notre serveur HTTP qui, lui, se chargera de router nos composants Lustre. Mais c'est un petit peu plus pro. Il s'agit donc, comme vous allez le voir, là, on va faire abort. Eh bien, on va revenir dessus. Démo test. Et là, on pourra faire un glim test. Est-ce que ça marche? Non, il n'y a pas. Ouais. Ah, je suis pas. Où est-ce que je suis? Ah. Glim test. Ah, normalement, les tests passent. Super, il y avait un test, c'est très bien. Et on va faire un glim run cette fois-ci. On a juste besoin parce que tout est embarqué et on a notre application qui tourne directement. Et donc, on a notre to-do app. Super. Et on va pouvoir créer une petite to-do dans notre to-do list. Elle va s'afficher là. On va pouvoir la supprimer et on va pouvoir la mettre à done. Alors, comment ça se passe? Parce que pour l'instant, je vous ai montré les composants Lustre, mais je vous ai pas montré comment ça se passait pour l'interaction entre les différents composants.
Donc là, comme je vous l'ai dit, donc on a notre point d'entrée. Il est bien, c'est pas toujours. On va avoir notre compilation avec notre fichier statique. Donc là, on reprend un CSS dans les fichiers statiques pour avoir cette belle coloration. On n'utilisera pas Tailwind sur ce test-là. On va avoir dans notre architecture d'application, comme vous voyez, nos modèles. Et dans nos modèles, on va avoir nos items de notre to-do list. Donc, comme vous le voyez ici, on va avoir des fonctions de création, des fonctions de toggle et des fonctions de mettre à compléter ou pas. Ces modèles vont être affichés donc sur les pages. Donc, on va avoir un routing pour notre page home avec là le routing. Ça va pas être lustre, donc c'est Wisp qui nous permet d'avoir ça en face. Et donc, on va avoir dans nos routes, on va pouvoir adresser et passer nos messages donc au back-end qui va nous renvoyer des composants. On va passer dans le routeur pour voir comment ça se passe. Donc c'est tout simple, on va avoir notre routeur, il est comme ça, donc il va grâce à Wisp récupérer en fait les requêtes lancées sur notre page HTML, notre port HTML ouvert. Il va faire donc un case sur voir s'il reçoit quelque chose de vide. Dans ce cas-là, il va directement nous servir la page home et ensuite nous la mettre en layout et construire avec le document String Builder de Wisp notre page HTML. On va avoir, donc pour la route qu'on vient de voir, item create, un use. Alors use, c'est un petit sucre syntaxique assez sympathique dans Glim. Ça permet en fait de réduire les callbacks. En gros, vous mettez use et vous lui passez la fonction en flèche comme ça. Et c'est un peu comme si vous appeliez une fonction lambda, sauf que le résultat de cette fonction peut être repassé à la fonction suivante en utilisant un autre statement use. Donc ça permet en fait d'éviter les cascades de callback dans l'écran, c'est assez pratique. Et donc là, on a nos routes qui sont affichées avec qui nous renvoient la requête et le contexte. Donc, on voit bien qu'il a Wisp a des petites fonctions de handler qui permettent de spécifier les méthodes utilisées et de surcharger les méthodes post et get, des patchs ou des delete ou des put. Et vous avez donc en built-in la prise en charge des pages d'erreur et des redirections par Wisp, ce qui est plutôt pratique. Si jamais vous avez aimé cette présentation, on pourra refaire une autre en plus orientée back-end et Wisp est peut-être beaucoup plus technique, encore plus technique. Donc, tout ça est renvoyé dans le layout qui, lui, en fait, comme vous l'avez vu, va nous passer notre page HTML avec les différents attributs. Donc là, c'est bien fait. Et récupérer en fait les petits éléments de CSS. Alors non, Vivien, les deux sont pas des packages Lustre. Wisp est une librairie indépendante de Lustre, mais au départ, c'était plus simple, je pense, au départ de Lustre pour charger ces packages. Je le mentionnerai en fin de présentation. Il y a des systèmes aujourd'hui, Lustre embarque des systèmes de SSR. Ça aurait été un peu long de les présenter aujourd'hui, en plus de ce que j'avais déjà à faire, et un peu complexe en termes de présentation. Mais donc là, on a pas mal de choses à voir avec Wisp, mais c'est juste, effectivement, je passe un peu de temps à présenter tout ça parce que je me suis perdu. Mais on va avoir nos routes avec notre item et c'est là qu'on va rentrer donc dans nos résultats. Request delete TMD. Non, où est-ce qu'ils sont? Ah, j'ai perdu mon fil.
request, contexte, il nous renvoie le contexte avec modèle. Il nous renvoie, d'accord, JSON, les codes. Donc ici, on va avoir effectivement nos fonctions d'update. On voit bien qu'il va nous renvoyer les différents systèmes sous forme d'éléments, en gros, avec les différentes listes. Et ça va être repris dans le layout qui va être pris en charge dans le... Hop, ici, non, comme ça, mince. Flûte de flûte, j'ai un petit trou de mémoire. Hop, layout, ici. Non, c'est pas ici. HTML méta, HTML link, non là c'est pas toujours, on a le petit, les éléments. D'accord, voilà, ils sont réinjectés dans le layout ici, et donc en gros, ces éléments HTML sont gérés dans les items et mis à jour par LUS, par les fonctions d'update. On gère donc les nouveaux items et les nouveaux statuts pour les afficher sur le front. Je dois avouer, j'ai un petit trou de mémoire pour vous expliquer où est-ce que ça se passe clairement. En fait, parce que là, on a la composition du JSON object, mais c'est pas ce qui m'intéresse en soi. Create item, pas toujours. Ouais, ça va être ça, notre modèle, en fait, est donc créé. C'est ça qui modifie donc notre modèle et notre état et qui est renvoyé ensuite, si je vois pour les appels, contexte, item, dans la liste du contexte. D'accord, d'accord. Et c'est le contexte qui sert de modèle, qui est remis à jour ensuite et rechargé ensuite par WIS. Plus ça va, plus il y a de la config. Ouais. Alors après, c'est vrai que quand on dit moins il y a de code, là, on a quand même un peu de code, mais on n'a pas tant que ça. En gros, là, on doit avoir facilement, si je veux bien me répondre, quelques centaines de lignes de code sur le routage. Sur le home, on est à peine allez, c'est un petit peu plus. Ah oui, on a les SVG aussi qui étaient mis en place pour avoir des petites animations, mais ça prend un peu de place. Et donc on a donc toutes nos balises HTML qui sont mises à jour et ça c'est quand même assez pratique si vous voulez revenir au sujet, c'est-à-dire que vous pouvez grâce à Gleam compiler votre HTML et donc le dynamisme de votre interface directement avec un langage statiquement typé et type safe aussi, c'est-à-dire que comme vous l'avez vu, grâce aux différentes options comme le pattern matching, mais aussi ce compileur qui donc nous aide et vérifie que chacune des fonctions déclarées renvoie forcément quelque chose qui correspond à son résultat. Notamment si vous faites un pattern matching qui n'englobe pas toutes les possibilités, le compileur va crasher à la compilation et va vous le dire. Vous évitez un certain nombre de problèmes qu'en général on peut observer au runtime sur des langages comme JavaScript, TypeScript. Moi aujourd'hui, en ce moment, je code en Python. On peut aussi avoir ce genre de programme, donc il nécessite en général d'avoir un bon coverage déjà pour identifier ce genre de problème. Et encore, on n'a pas toutes les erreurs quoi, parfois. Donc, pour revenir à la fin de cette présentation, je vais vous parler effectivement un peu le server-side rendering. Comme je vous l'ai dit dans cette démo, Lustre embarque des possibilités de server-side rendering. Comme je dis, c'était logistiquement un peu compliqué de tout mettre ensemble parce que ça nécessite de modifier un peu l'application pour que on ait des composants en server-side envoyés par le serveur grâce à Lustre, mais aussi comme ils le disent, hydraté en fait, ou comme ils l'appellent en anglais l'hydration, c'est-à-dire
alimentées en informations pour pouvoir être mises à jour dynamiquement. Donc c'est un petit peu plus complexe et j'ai pas forcément eu le temps de m'intéresser trop à la question pour l'instant. Je voudrais passer quelques remerciements. Donc on voit pas tout le monde malheureusement, mais donc à Louis Pilfold, donc en haut à gauche, le créateur du langage. En haut à droite, qu'on ne voit malheureusement pas, c'est Hayley Thompson qui a créé le framework Lustre, qui est développeuse sur le framework Helm à la base et qui a créé donc Lustre en s'inspirant de son expérience Helm. En bas à gauche, on voit Isaac Harris-Holt qui fait de très belles vidéos, qui est développeur Lustre, enfin GIMP entre autres, et qui fait de très bonnes vidéos de vulgarisation sur GIMP. Je vous conseille d'aller les voir. Il a été une grande source d'inspiration pour moi pour cette présentation. Vous allez retrouver un certain nombre d'éléments de style. Et donc là, vous avez donc Taha Sashtari, j'espère que je le prononce en bas à droite, qui a mis en place ce petit tuto d'application web entièrement en Gleam avec Wisp et Illustre que je vous ai montré tout de suite, et que j'ai moi-même mis en place sur mon poste. Et je voulais aussi vous remercier pour votre attention.